Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarles et l'Écho et Varrox et la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. L'école dès 2 ans fait son chemin, titre Direct Matin qui nous dit que l'État compte développer la scolarisation précoce. L'objectif visé, c'est la lutte contre les inégalités sociales. Faire entrer en maternelle les tout petits permettrait en effet de développer le langage, notamment lorsque la famille parle mal le français, et donc d'assurer de meilleurs résultats scolaires. Cela dit, cette volonté de l'État ne fait pas l'unanimité, précise Direct Matin. Sur le plan pratique, la loi précise que l'enfant doit être propre et ne plus porter de couche. Or, avant 2 ans et demi, ce n'est généralement pas le cas, d'où un risque, estiment certains spécialistes, de mettre l'enfant dans une situation d'insécurité. Pour le reste, vous trouverez énormément de Panama Papers dans la presse. Le hold-up planétaire titre aujourd'hui en France. L'humanité parle du butin caché du grand pillage mondial, quand Libération propose 6 pistes pour en finir avec les planques à billets. Même tonalité dans la Croix. Optimiste et constatant que depuis 2009, un mouvement de fond est lancé pour étouffer les paradis fiscaux, l'opinion se demande si, pour eux, c'est le coup fatal. Le Figaro et aujourd'hui reviennent largement sur la loi El Khomri et au passage aujourd'hui nous apprend que FO, Force ouvrière, attaque la ministre, accusée de ne pas avoir respecté la procédure avant de présenter son projet de loi. Et puis le Figaro qui, dans ses pages écho, s'inquiète aussi de la baisse de fréquentation touristique à Paris. Alerte rouge, titre le Figéco. Honnêtement, ça se voit à l'œil nu, mais s'il vous fallait un chiffre, songez que le taux de fréquentation des hôtels pour le week-end de Pâques, il y a 10 jours, était de 64%, en baisse de 11 points par rapport à l'an dernier. Marion Calais, quelques-unes qui ont attiré votre attention dans la presse régionale. Le procès en appel de la tempête Xynthia à la Faute-sur-Mer, peine allégée, partie civile dépitée, écrit Sud-Ouest, 2 ans avec sursis pour l'ancien maire René Maratier au lieu de 4 ans ferme. La relaxe pour les autres prévenus. Un gagnant dans l'Alsace, c'est Grand Est, le nom plébiscité à 75% par les habitants de la nouvelle grande région. Ils avaient inventé plein de noms, ils avaient oublié Grand Est et finalement... Alcali, et Grand Est, voilà. Ce sera finalement quand le c'est simple, choix c'est bien final. aussi. Exactement. Le retour d'une pestiférée, et c'est littéral. Non, c'est pas Evaroc. La Provence met à la une l'encre du navire Grand Saint-Antoine, exposé depuis hier au musée d'histoire de Marseille. En 1720, c'est ce bateau qui introduisait la peste dans la ville. La maladie avait tué la moitié de la population. L'histoire du jour, c'est un petit problème électrique. Oui, raconté par Ouest France ce matin. La boulette d'un agent de RDF le 22 mars dernier, après une opération de maintenance sur un transformateur. Au moment de reconnecter le courant, il s'est trompé du genre le fil rouge sur le bouton vert. et du coup, au lieu d'envoyer... C'est la grande vadrouille, ça, exactement, c'est la grande vadrouille. Non, c'est la 7e compagnie. La 7e compagnie. Le fil rouge sur le bouton vert, le fil vert sur le bouton bleu. Et du coup, au lieu d'envoyer 220 volts, c'est une puissance de l'ordre de 400 volts qui est partie sur le réseau. Du coup, dans le village de Perrier-sur-le-Dent, près de Caen, les appareils électriques d'une 40aine de foyers ont grillé, électroménager, ordinateur, mais aussi plus gênant, portail électrique. Elle n'est pas très charitable, les Baroques, ça l'a fait marrer. Oui, ça l'a fait beaucoup rire. Chaudière, là on rigole un peu moins, ou matériel agricole. 10 jours après les faits, vendredi dernier, les sinistrés ont commencé à en avoir un peu marre. Ils ont donné de la voix. ERDF s'est engagé à indemniser les habitants et une réunion publique est prévue même dans 15 jours pour expliquer les modalités d'indemnisation. C'est donc à lire dans Ouest France. Il est l'homme qui a la culture cinématographique la plus impressionnante de la maison. Jean-Philippe Ballas, capable de dire non, c'est pas la grande vadrouille, mais c'est la 7e compagnie. On connaît ces classiques. Il nous emmène ce matin, Jean-Philippe, en Afrique du Sud avec un président en pleine tempête. Oui, c'est Jacob Zuma, 73 ans, poussé à la démission, mais qui résiste. Je vous raconte le scandale en quelques mots. Au départ, il y a des travaux coûteux, mais alors très coûteux dans sa résidence privée. Un vaste domaine avec une piscine, un amphithéâtre, il y a même un enclos pour les poules, paraît-il, et une facture de 15 millions d'euros aux frais du contribuable sud-africain. Alors Jacob Zuma a beau jurer à l'époque qu'il s'agit de travaux pour sa sécurité. Oui, imaginez si les poules étaient en liberté. En tout cas, cette version ne résiste pas à l'examen des faits, manifestement. À tel point que la justice sud-africaine estime aujourd'hui que le président a violé la Constitution. Un président qui, finalement, accepte il y a quelques jours de faire son mea culpa. Enfin, une moitié de mea culpa. Allocution devant le Parlement, retransmise à la télévision. Alors, Jacob Zuma s'engage à rembourser, d'accord ? Mais que les choses soient claires, il ne démissionnera pas. Alors pour l'instant, le président est toujours soutenu par son parti, l'historique ANC.
Mais des critiques sont de plus en plus nombreuses. En Afrique du Sud, il y a de grandes voix de la lutte anti-apartheid, notamment qui prennent la parole, d'anciens compagnons de route de Nelson Mandela, qui demandent aujourd'hui à Zuma de respecter la volonté du peuple. Le président, en tout cas aujourd'hui, est de plus en plus isolé. Il doit faire face au Parlement aujourd'hui même à une procédure de destitution déposée par l'opposition qu'il accuse carrément d'être le cancer de la politique. Ça rappelle un peu le Brésil, toute proportion gardée. Absolument. Problème de président et de présidente dans ces deux pays-là. L'Écho à présent, Axel de Tarlé. L'échec du rachat de Bouygues Télécom a été lourdement sanctionné hier à la Bourse de Paris. Ce sont les Échos qui le racontent. Exactement. Et donc, tout le monde a perdu, puisque si vous regardez les actions de Orange, moins 6% hier à la Bourse de Paris, Bouygues, moins 13%, Free, moins 15%, et Numéricable SFR, moins 18%. Les 4 opérateurs français ont perdu hier en bourse 9 milliards d'euros. Alors, quand il y a des perdants, en général, il y a aussi des gagnants. Et les gagnants, c'est qui ? C'est nous ! Ah bon ? Oui. Vous avez récupéré 9 milliards, vous, hier. Probablement, on va récupérer beaucoup de milliards en baisse de prix. Pourquoi est-ce que ça baisse ? C'est parce qu'on se dit que les opérateurs vont poursuivre cette guerre des prix suicidaire qui, à Noël, vous aviez eu des promos avec des abonnements à 3,99 €. Et c'est vrai qu'on s'inquiète pour l'avenir de ce secteur télécom dont l'équation devient compliquée parce que c'est un secteur où il n'y a plus de croissance. Donc vous n'avez pas de nouveaux abonnés, mais où les prix baissent. Donc vous voyez, c'est pas très bon comme économie, pérenne, ça, et on se demande si c'est durable même. Mais Axel, pourquoi cette opération a échoué ? Est-ce qu'on le sait un peu mieux maintenant ? Alors on a beaucoup accusé là ces dernières 48 heures Xavier Niel, le patron. Enfin non, rien du tout, c'est Martin Bouygues. C'est Martin Bouygues, voilà, dans le Figaro hier, qui a dit il a torpillé l'accord parce qu'il jouait double jeu. Ce matin, il y a une interview très intéressante du patron d'Orange dans Challenge, Stéphane Richard, qui dit pas du tout que Xavier Niel a été un partenaire loyal dans cette négociation. Et chose curieuse, parce qu'il est quand même patron d'un groupe semi-public, il attaque l'État, Stéphane Richard, dont il dénonce les injonctions contradictoires. Il dit l'État, au fond, il veut favoriser le consommateur avec des prix bas, il veut favoriser l'emploi, mais il veut aussi des dividendes importants. Bref, on est en pleine schizophrénie. Alors, en fait, moi, j'ai ma petite idée. Tout le monde est responsable. Ça m'a rappelé le film Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, vous savez, où ils sont tous coupables. Et bien là, au fond, chacun au fond de lui-même a été un peu y compris d'ailleurs Martin Bouygues qui ne voulait pas vendre son bébé Bouygues Télécom. Jean-Philippe Bala, c'était le Crime de l'Orient Express ou c'était Pinot Simple Flic? On s'en souvient plus très bien. Pinot Simple Flic. À la télé ce soir, les enfants de la télé à 20h55 sur TF1 et Maroc. Alors là, vous allez me dire, les enfants de la télé, voilà, un mardi soir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez comprendre en entendant ça. Mon cousin, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes même pas amnésique à ce point-là? C'est pas des amnésiques, c'est deux gouilliafiers, oui. Patauge dans la cuvette des chiottes. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Jour. Nuit. Nuit. Jour. Nuit. Ok, c'est les visiteurs. Vous validez Jean-Philippe Bala, c'est bien les visiteurs. C'est l'interrupteur là qui fait Oui, exactement. Ouais, c'est une soirée spéciale parce que vous savez qu'évidemment le 3e volet sort demain au cinéma. Alors sur le plateau d'Arthur, on va retrouver évidemment le duo Christian Clavier, Jean Reno, et puis le reste du casting. Alors Karine Viard, Marianne Chazet, Sylvie Testu, Frédéric Bell, Franck Dubosc, Harry Habitant, Alex Lutz. Beaucoup de monde pour un exercice de promotion, évidemment, mais auquel les acteurs se plient volontiers. Alors, si je vous en parle, c'est que l'émission, à mon sens, est réussie pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que Arthur arrive encore à trouver des casseroles aux invités qu'il a déjà invité 500 000 fois. Il y en a qui ont des batteries de cuisine. Oui. Alors, quand il examine le CV de Jean Reno, par exemple, ça donne ça. T'as quand même fait un film en 85. C'était un film d'action, mais qui n'était pas gagné, on va dire. Pour venger Pépère, ça s'appelait. Ah bah oui, oh là là, la vache. Ça, c'est marrant. Il y a marqué les visiteurs, Léon, Mission. Mais pour venger Pépère, c'est pas dans la filmographie. C'est un problème de production. Vous verrez, ça existe vraiment. Et pour avoir vu les images, regardez-le parce que ça vaut vraiment le détour. Et puis, la seconde réussite de l'émission, c'est que Arthur en profite pour diffuser des extraits de films réalisés par Jean-Marie Poiré, évidemment, et puis ceux du Splendide, comme celui-là. Là-dedans, vous avez fait des ratures partout, vous avez tout salopé ma feuille. Trop facile. Sac à merde. Non mais qu'est-ce qu'elle me dit la mongolienne là? Tête de rat. Tu vois ce que j'en fais moi de ta feuille, pauvre conne. Vous avez trouvé Exactement, voilà. Donc version on passe... film. Version film. On passe donc un très bon moment malgré un trop plein d'applaudissements. Je sais pas pourquoi les gens applaudissent sans arrêt. Parce qu'il y a un chauffeur de salle qui leur fait signe d'applaudir dès que quelqu'un dit quelque chose. Exactement. Mais je dois vous faire un aveu. Ils ont diffusé 3 extraits des Visiteurs 3 et
j'ai pas beaucoup souri. Alors je me suis demandé si vraiment l'exercice de promotion allait servir à ce point le film, parce que quand le film a pas l'air d'être réussi, je crois que vous allez en parler avec Mathieu Charrier au cours de cette matinale, je sais pas si autant de promotion sert vraiment l'équipe et le film. C'est un gros doute. C'est Varrock. Oui, c'est ma morale de l'info de la télé. Voilà. Bon, en attendant, pour se détendre, on regardera Les Enfants de la télé ce soir à 20h55 sur TF1. Rideau sur le kiosque, les amis.